Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Au sommaire de ce journal, après plus de 3 mois de détention, l'activiste guinéen Fonike Mangue a recouvré sa liberté ce jeudi 27 août 2020, une décision du tribunal de première instance de Dixi. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Et puis, certaines formations politiques qui comptent se présenter à l'élection présidentielle du 18 octobre montent au créneau pour dénoncer la caution de 800 millions de francs guinéens fixée par la CENI. Les réactions, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais au sommaire, en prison depuis près de 100 jours, Oumar Silla Fonike Mangue poursuivi pour menaces, communication et divulgation de fausses informations est enfin libre de ses mouvements. Le verdict qui a duré pendant des heures au TPI de Dixi a été suivi par un tonnerre d'applaudissements et des cris de joie de la part des partisans de l'activiste. Le responsable de la mobilisation du FNDC a été renvoyé des fins de poursuite. Suivez. Qu'il ait de bon droit de déclarer Oumar Silla Fonike Mangue non coupable de ce second chef de prévention ou de menace de mort par ses motifs. Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare Oumar Silla Fonike Mangue non coupable des faits de communication et divulgation de fausses informations, de menaces, notamment de violence ou de mort, renvoie le prévenu à des fins de la poursuite pour des délits non constitués. Ordonnons qu'il soit mis en liberté immédiatement s'il n'est détenu pour autre cause. Ordonnons en outre la restitution de ses téléphones de marque iPhone et un Samsung à la diligence du chef de grève, tout en application des dispositions de l'article 502, telle est la décision du tribunal. C'est une décision qu'il faut saluer. C'est pourquoi nous disons souvent que lorsqu'il faut parler de la justice guinéenne, il ne faut pas généraliser. Il y a des magistrats qui restent conformes à leur serment. Et le juge Alphonse Charles Wright vient de le démontrer. En réalité, la détention de Fonike Mangue s'inscrivait dans une logique bien simple. Faire taire tous ceux qui ne sont pas favorables au troisième mandat, au projet de troisième mandat. À cet instant précis, je voudrais avoir une pensée pour Sékou Yaya Diallo, qui est également détenu de manière illégale, ainsi que tous les autres membres du FNDC, dirigeants du FNDC, qui sont détenus à l'intérieur du pays. Nous, autres avocats de la défense, nous nous battrons pour que les procès concernant ces personnes-là soient organisés dans les meilleurs délais et nous sommes convaincus que nous obtiendrons leur mise en liberté parce que nous sommes convaincus qu'ils sont illégalement détenus. Les avocats qui continuent à défendre la cause du peuple de Guinée sans rien. Pour cela, par ma voix aujourd'hui, au nom du peuple de Guinée, je leur dis grand merci. Et vous venez de voir que ce verdict, c'est une victoire. Oui, une grande victoire du peuple guinéen. Une victoire de la justice contre l'injustice. Une victoire du bien contre le mal. Une victoire de la vérité contre le mensonge. En ce sens, le combat continue. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. La caution fixée par la Commission électorale nationale indépendante à hauteur de 800 millions de francs guinéens divise la classe politique guinéenne. Certains leaders politiques de l'opposition jugent excessif le montant. C'est un reportage de Yaya Oumoubari et Ibrahim Kalesila. La caution de 800 millions de francs guinéens fixée par la CENI pour participer à l'élection présidentielle fait quelques grincements de dents chez certains partis politiques à faible revenu. C'est le cas du parti PGSD, présidé par l'artiste Eli Kamano, qui ne dispose que de la moitié du montant demandé.
Oui, la caution a été fixée à 800 millions. Avant cela, nous, on s'attendait peut-être à ce que la CENI revoie la caution à la baisse, c'est-à-dire les 800 millions qui avaient été payés lors des élections présidentielles passées, mais ça n'a pas été le cas, ça a été maintenu. Donc le parti a pu réunir 400 millions. Donc les 400 autres millions, nous avons lancé une campagne de mobilisation des fonds et auprès des bonnes volontés, auprès du peuple de Guinée, afin que le peuple nous assiste à hauteur de 1000 francs par personne. Depuis l'annonce faite par la CENI du montant de 800 millions de francs guinéens pour participer à l'élection du 18 octobre 2020, le camp de la mouvance présidentielle se frotte les mains. Pour ce député du RPG Arc-en-Ciel, un président d'un parti doit avoir les moyens de sa politique. Bon, aujourd'hui, je plains le sort de M. Eli Kamano. Ce qu'on pouvait faire au temps de Sékou Touré en 1958, ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Il devait commencer à sensibiliser les gens avant que la date de l'élection ne soit fixée, qu'il ait d'abord l'argent de la campagne avant la caution. Parce que si vous pleurez pour avoir 400 millions, alors que le plafond de la campagne est fixé à 20 milliards, quel est l'intérêt pour vous de participer à cette élection? C'est-à-dire, on ne commence pas à réciter le verset de Coran quand tu es dans la gueule du caïman. Tu récites les versets là avant de rentrer dans l'eau. Donc pour Eli Kamano, bon, moi je l'encourage, mais je lui demande vraiment de se retirer et de préparer pour les prochaines années. La CENI a fixé le plafonnement du montant pour la campagne présidentielle à 20 milliards de francs guinéens, une situation qui risque de compliquer davantage la participation des partis politiques qualifiés de petit calibre. Toujours dans l'actualité nationale, l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 approche à grands pas. Certaines formations politiques font remue-ménage pour aller au scrutin. D'autres, par contre, continuent à entretenir le flou. C'est un reportage de Noumousso Doumbouya. Si le doute et l'incertitude planent chez certaines formations politiques sur leur participation à l'élection présidentielle du 18 octobre, d'autres sont résolument engagés dans la course. C'est le cas de ce leader allié du RPG Arc-en-Ciel qui défend bec et ongle le projet de troisième mandat pour le président Alpha Condé. En tant que jeune politicien, je pense qu'il attend ces élections pour mettre la Guinée sur les rails. C'est-à-dire ça, c'est sur le plan social. Au niveau d'abord du gouvernement, au niveau de sa population. S'il pense que c'est le professeur qu'il supporte, mais c'est qu'on aime dire les ministres font de la mamaya pour le professeur Alpha Condé, mais non, il y a les directeurs aussi qui font de la mamaya pour d'autres partis politiques de l'opposition. Donc il y a un équilibre. Il ne faut pas qu'on sorte tout le temps à dire que c'est les ministres qui font ça, c'est les directeurs qui font ça. Parmi les ministres-là et parmi ces directeurs-là, ils ne sont pas tous avec le professeur Alpha Condé. Il y a d'autres qui sont dans l'opposition. Il y a d'autres qui sont neutres. Donc, abandonnons l'amalgame là. C'est des citoyens, ils sont libres d'exprimer leur volonté. Cette démarche politique de la mouvance présidentielle et ses alliés est rejetée en bloc par l'opposition républicaine. Au sein du parti PDN de Lansana Kouyaté, la question de participer à l'élection n'est pas à l'ordre du jour, du moins pour le moment. Alpha Condé avait dit lorsqu'il venait au pouvoir qu'il n'y avait pas l'État en Guinée, que c'est le pays qui est là. Il n'y a pas l'État. Parce que quand on parle de l'État, c'est l'administration. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'administration. C'est Mamaya qui continue. Il a imposé ce système. Je te donne une liberté totale de faire des corruptions. Voler tout ce que tu veux voler, mais tu es tenu aussi obligé en contrepartie de m'accompagner pour avoir un autre mandat. Et nous sommes vraiment engagés, continuer à défendre et dénoncer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Cette manifestation, ça vraiment, ça me fait complètement dessus. Parce qu'on dit que l'armée n'a pas le droit de prendre part en politique. L'armée est là vraiment pour trancher, juger équitablement. Mais si je vois les généraux qui aujourd'hui, qui doivent vraiment défendre cette nation et qui sont en train de défendre une cause qui est indéfendable, c'est vraiment pleurable et c'est complètement décourageant. Mais qu'à cela ne tienne, un combattant reste toujours un combattant. Reste à savoir si le délai du 18 octobre 2020 sera tenable vu les nombreuses revendications des partis politiques ténors de l'opposition. Les Guinéens seront édifiés dans les prochains jours.
Éducation dans ce journal. Cette année, au baccalauréat unique session 2020, plusieurs cas de tentatives de fraude et de renvoi de surveillants ont été enregistrés dans les différents centres d'examen de Conakry. Une situation que déplore le secrétaire général du syndicat national de l'éducation ainsi que certains parents d'élèves. Reportage Kadet Toubari et Ibrahim Paye Kamara. En dépit des dispositions prises par le département en charge de l'éducation nationale pour la lutte contre la fraude, plusieurs anomalies caractérisent le déroulement du baccalauréat unique session 2020, notamment des fraudes enregistrées par endroit et le renvoi même de certains surveillants indélicats. Pire, d'autres élèves éprouvent le plaisir de rentrer avec des téléphones dans certains centres d'examen, un acte que ne comprend pas le secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Moi, je n'appelle pas ça des tentatives de fraude, mais des tentatives de fraude. D'autant plus qu'il y a des surveillants, bien entendu des enseignants, et ce qui fait la honte, puisque l'enseignant est considéré comme étant la vitrine de la société. Roi 102 de Tombolia, il y a 30 enseignants surveillants qui ont été renvoyés. Puisque dans ce seul centre, dans une seule salle, on a plus de 32 téléphones. Donc ils ont laissé faire. Donc aujourd'hui, vous avez plus d'une quarantaine ou d'une cinquantaine même d'enseignants renvoyés et qui sont même menacés de poursuites judiciaires. Il y en a également qui ne sont pas surveillants, mais qui ont créé des plateformes de communication sur WhatsApp, sur Instagram, sur Messenger. Les candidats en classe les envoient des sujets. On a intercepté certains de ces cas-là, où il y a des élèves qui disent « Monsieur, faites vite, il est l'heure ». Certains parents d'élèves financent plusieurs millions de francs guinéens par an pour une formation de qualité de leurs enfants. Une façon pour eux de rehausser le niveau du système éducatif guinéen qui souffre depuis plusieurs années. Donc vraiment, ils sont en train d'embrouiller le système éducatif guinéen. C'est le niveau d'études qui va baisser en Guinée. L'appel que j'ai à lancer, je dis aux autorités d'éduquer d'abord les éducateurs, les reformer et les sensibiliser. Parce que la fraude n'arrange pas le pays, c'est l'avenir du pays, les enfants. Bon, s'ils sont mal formés, vraiment le pays sera toujours en retard. A-t-on coutume de dire que l'émergence d'un pays passe obligatoirement par la formation de sa jeunesse qui constitue la relève de demain? Alors que le taux de contamination lié à la COVID-19 s'accroît de façon vertigineuse en Guinée, le respect des mesures des gestes barrières ne semble guère appliqué par certains cadres de l'administration publique et membres de la mouvance présidentielle. Ces derniers organisent au quotidien des mouvements de soutien du régime en regroupant plusieurs personnes. Un état de fait dénoncé par des professionnels de la santé et politique. Sayon Kamara, peu plus de détails. Il n'est un secret pour personne. Ces derniers temps, plusieurs formations politiques de la mouvance présidentielle organisent des mouvements politiques pour soutenir le projet de troisième mandat pour le président Alpha Condé. Ces organisations drainent du monde au cours des rencontres au risque de contracter la pandémie. Une raison de plus qui explique le non-respect des mesures sanitaires par les partisans du régime. Un comportement que fustige ce leader politique. Nous avons un gouvernement qui a basé toutes ses politiques sur des raisons partisanes ou claniques, de telle sorte que nous n'avions rien de républicain. Sinon, des lois qui sont mises en place de confinement et de distanciation sociale doivent être respectées par toute la population. Et le gouvernement devait donner le ton. Le parti au pouvoir devait donner le ton. Ils ne peuvent pas aujourd'hui dire à tout le monde « confinez-vous », restez chez vous, vous avez moins de 30 personnes qui peuvent s'assembler et qu'eux, ils font la mamaya. C'est inacceptable. Mais aussi, nous voyons que tous les instruments de l'État sont au service d'une seule personne. Ils sortent, ils font leur campagne, ils font leur mamaya sur les ressources de la Guinée. Et pourtant, plusieurs professionnels de la santé se battent tant bien que mal pour booster la pandémie hors des frontières guinéennes. Les dernières statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire font état de 9 128 cas confirmés, 840 guéris
et 52 décès hospitaliers. Une situation alarmante qui inquiète l'ancien président de la commission santé à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est la prise de conscience individuelle de chaque Guinéen pour savoir qu'on ne le fait pas pour l'État, on ne le fait pas pour le régime en place, on ne le fait pas pour M. Alpha Condé, on le fait pour soi-même. Sinon, si c'était pour l'exécutif que les gens le faisaient, personne n'allait le faire. Parce que vous ne pouvez pas donner ordre et vous donner contre-ordre. C'est-à-dire, on dit l'exemple vient d'en haut, l'imitation d'en bas. Quand, une fois de plus, je dis que l'État interdit les rassemblements de plus de 30 personnes, mais l'État lui-même, il organise des meetings où il y a près de 200 ou 300 personnes. Quand l'État interdit le rassemblement des gens pour des funérailles, et l'État lui-même organise des funérailles où il y a plus de 1000 personnes avec des autorités, vous comprendrez que la population ne peut pas suivre. Alors donc, c'est la prise de conscience individuelle de chaque Guinéen pour dire que le virus n'a pas le choix. D'autre part, la prise de conscience collective. Et enfin, troisième, la chance que Dieu nous accordera pour ne pas être frappé de manière calamiteuse. C'est tout. Les consignes ont été données par le locataire du palais Sékou Touréa sur le port obligatoire des bavettes, le respect des mesures de distanciation sociale et l'interdiction de regroupement de plus de 30 personnes. Des mesures qui sont foulées à pied par des adeptes du régime de Conakry. Sayon Camara, il faut dire que certains citoyens de Conakry se sont exprimés sur l'arrivée des experts de la CEDEAO pour évaluer le processus électoral et d'autres parlent de la politisation à outrance de la pandémie de Covid-19 en Guinée. Suivez. Bon, j'apprécie l'idée de la CEDEAO. Mais vous connaissez, le contexte guinéen est très confus. Quand un problème se pose au niveau sous-régional, la CEDEAO a pour mission de venir s'enquérir des réalités. Mais déjà, l'opposition dit que la CEDEAO ne va jamais aboutir. Parce que c'est une institution qui n'est pas crédible selon eux. Est-ce que cela peut aboutir? Dans tous les grands États du monde, quelle que soit la situation, qu'elle soit politique, économique ou sociale, il faut qu'on dialogue. C'est à l'issue de ça qu'on peut trouver la solution. Chaque année, il y a un groupe qui vient de la CEDEAO. Il y a même des institutions onisiennes qui délèguent des personnes pour parler. Effectivement, le calendrier électoral n'est pas respecté et la crise est là, ne fait que durer. Donc si la CEDEAO vient en ce sens-là pour donner ici vraiment pour dire qu'il y a ce qu'on appelle la décrispation, on ne fait qu'apprécier, mais il faudrait que cela soit pérenne. Comment ça doit être pérenne? Si les accords sont signés entre les différentes parties, on exige aussi à les parties prenantes de respecter l'accord. Ce qui me fait mal, surtout en Guinée, c'est-à-dire le Guinéen aime trop politiser les choses. Même la maladie, là, il politise ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, le port des masques est obligatoire. Mais le Guinéen dit que vraiment c'est la politique du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Or, la maladie existe, même en Europe. Ceux qui sont plus forts que nous, la maladie est en train de tuer les gens là-bas. C'est le pays le plus musulman de l'Afrique, l'Égypte, la Mecque. Toutes les mosquées sont fermées là-bas. Ou bien, maintenant, le Guinéen dit toujours que c'est la politique, c'est pas normal. Nous ne sommes pas plus religieux que la Mecque. Ou bien, je vais conseiller aux Guinéens de croire l'existence de la maladie. Bon, ce qui me fait mal ici, aujourd'hui en Guinée, surtout Conakry, c'est la politique des politiciens qui ne font que autoriser les jeunes. C'est-à-dire qu'ils s'abusent à des jeunes pour sortir dans la rue. Tout le monde utilise la jeunesse. Par exemple, tu prends la route dans la ligne rouge qu'on appelle aujourd'hui Amdala et Kozabambeto. C'est la ligne aujourd'hui dont les jeunes ne sont pas conscients. À chaque fois qu'il y a la manifestation, on entend que vraiment on a tué un jeune par là. C'est nous, l'avenir de ce pays. On doit maintenant abandonner la politique suite
apprendre des métiers, c'est ça qui est important dans un pays. Je conseille aux jeunes, c'est-à-dire de rester vigilants, c'est-à-dire de laisser les politiciens vers les politiques. Un vendeur de pièces détachées du nom de Mamadou Saliou Baldé s'est donné la mort à l'aide d'une arme à feu. Le drame s'est produit au secteur Rogo, relevant du quartier d'Angora, dans la commune urbaine de l'Abbé. Les témoignages se recoupent. La victime avait un problème de santé mentale. C'est une dépêche de notre correspondant basé dans la région de Fouta. Marié à 2 femmes et père de 5 enfants vivants, Mamadou Saliou Baldé, la quarantaine, vendait des pièces détachées dans son magasin situé à la gare routière de Conakry, plus précisément dans le quartier Kourola de la commune urbaine de l'Abbé. Il était à l'abri du besoin parce que ses affaires tournaient bien selon le témoignage de certaines de ses connaissances qui ont été surprises de cette triste nouvelle de son suicide à l'aide d'un fusil de calibre 12. C'est une grande surprise pour nous. Dans nos relations ici, il était très bien. Au nom de Dieu, il était vraiment bien. Nous ne le disons pas parce qu'il avait de l'argent. Nous ne faisons pas de commentaires, tout simplement parce qu'il est décédé. Il était très bien. Il aidait la population ici. C'est ce que nous retenons de lui. Il ne manquait pas les affaires sociales. On partait ensemble et revenait ensemble. Les autorités communales et les services de police de l'Abbé ont été alertés par le chef du quartier d'Ongora. Immédiatement, j'ai cherché à joindre monsieur le maire. Après aussi, j'ai alerté le commissaire central qui m'a automatiquement répondu comme quoi que la gendarmerie est déjà alertée, elle est en route. Quand je suis venu, j'ai trouvé le monsieur allongé là-bas avec un fusil à côté, avec une marée de sang. Sur les circonstances de cette disparition tragique de Mamadou Saliou Baldé, la version la plus répandue au sein des proches de la victime fait croire à un problème de santé mentale dont les origines restent encore inconnues. Selon son frère de lait, Boubacar Tafsi, ces derniers temps-là, il y a quelques 3-4 jours, il a constaté une anomalie de son frère. Automatiquement, il l'a pris, il l'a envoyé dans une des cliniques en ville ici. On lui a prescrit une ordonnance. Le premier jour, il a dormi. Le deuxième jour, il a dormi. Je crois que le 3e jour, le monsieur a dit carrément qu'il ne prend plus le médicament. Alors toujours, son frère était paniqué. Il a répété la même question. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur restait toujours dans le silence. Et après, son frère, toujours Elhadj Boubacar Tafsi, a même fermé sa boutique pour venir au chevet de son frère. Mais malheureusement, il ne se comprenait pas. Finalement, il a obligé encore de prendre les médicaments. Quand il a pris le médicament, il a demandé à son frère de lui laisser le temps de se reposer, aller dormir. Son frère était très réconforté. Il est parti. Pour lui, effectivement, son frère, c'était lui donner le temps de se reposer, dormir. Il est parti. À sa grande surprise, on vient l'alerter là-bas comme quoi que son frère s'est suicidé. Après le constat du médecin légiste Dr Ahmadou Mokhtar Diallo, le corps de la victime a été finalement restitué à la famille éplorée qui a organisé les funérailles le même jour. Sur le continent, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré dans la nuit du mercredi à jeudi 27 août 2020 à 3 h du matin, heure de Bamako. L'information a été donnée par certains membres de sa famille. Il a été ramené par des éléments des forces spéciales maliennes à sa résidence de Sebeni-Koro qui est sécurisée par la junte. C'est un commentaire de Bintou Souma. Selon Jeune Afrique, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré aux alentours de 3 h du matin. Il a été ramené par des éléments des forces spéciales maliennes à sa résidence de Sebeni-Koro, laquelle est sécurisée par la junte. La CEDEAO a été en première ligne dans les négociations pour la libération de l'ancien chef de l'État malien. Durant toute la journée du 26 août, son représentant à Bamako, Amidou Boli, a ainsi été en contact avec les putschistes du Comité national pour le salut du peuple afin de les inciter à libérer Ibeka avant la prochaine réunion des chefs d'État de la sous-région prévue le 28 août. Selon nos informations, la CEDEAO avait en effet fait de la remise en liberté de l'ex-président un préalable à un assouplissement des sanctions à l'encontre de la junte. Celle-ci avait été fortement invitée à faire un geste de bonne foi. Quelques jours plus tôt,
Les émissaires de la CEDEAO, menés par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, avaient pu rencontrer Ibrahima Boubacar Keïta sur son lieu de détention en présence des colonels du CNSP, puis en leur absence. À chaque fois, Ibeka leur avait assuré ne pas imaginer revenir au pouvoir. L'ancien président se disait même soulagé et affirmait qu'il était bien traité et respecté par les putschistes. Il avait demandé à ses visiteurs de faire passer le message à ses anciens homologues de la CEDEAO. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de votre aimable attention. Les infos continuent sur Star 21 TV.